Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct avec tous ceux qui nous écoutent bien sûr sur nos applications smartphones, sur le web, sur le DAB, et puis on vous invite à venir nous rejoindre sur le live Facebook avec mes invités ce soir autour de la table pour une émission spéciale, une émission qu'on a intitulée C'est ma mère. Oui, puisqu'on va parler de mère ce soir avec mes invités. Bernard Perrano, président de l'association ADE Méditerranée. Bonsoir Bernard. Salut Yannick, ça va ? Très très bien. Et puis pareil, ancien journaliste de France 3, donc voilà, un confrère. Ça fait plaisir. Et puis plein de filles autour. On aurait dû démarrer par les filles. Je m'en excuse, mesdemoiselles. Je m'en excuse. Avec nous autour de la table, Almudena. Alors, c'est compliqué à dire. Almudena Arellano, voilà, c'est espagnol. Elle est archéologue et au musée de préhistoire régionale. Bonsoir Almudena. Bonsoir. Voilà, avec ce bel petit accent qu'on va voir tout au long de l'émission. Et elle va se rapprocher du micro pour qu'on l'entende. C'est Valérie Huette, qui est responsable technique de plongée à l'association, si j'ai bien compris, ADE. Bonsoir, c'est Bonsoir exact. Valérie. Et puis voilà, notre petite jeune journaliste qui est avec moi pendant un mois, c'est Méline Desbarres. Bonsoir Méline. Bonsoir, bienvenue. Voilà, et on est parti pour parler association, on a beaucoup de choses à vous dire ce soir. On va le sommaire et puis on va démarrer en présentant l'association ADE Méditerranée. On parlera en deuxième partie des actions qu'elle mène et son engagement pédagogique. Et on parlera, alors là c'est ce qui va faire une belle partie de l'émission, c'est la découverte des grottes sous-marines au pied des Balzirossi. Et c'est pas loin de chez nous, Balzirossi, c'est à, on va dire, à vol d'oiseau, c'est à 300 mètres. Voilà, donc, et Balzirossi, j'ai appris que ça voulait dire roche rouge en lisant vos infos. Tu vas on va voir, parler de tout ça ce soir. Tu vas voir Jean-Luc, Almudena va t'expliquer des choses extraordinaires. Voilà. D'ailleurs, on a le nom montonais. Initialement, dans les anciennes étiquettes que nous gardons au musée autour des collections qui viennent de Balzirossi, c'est marqué le nom en montonais Baousse Rouse, écrit en montonais. Baousse. Ah tiens, ça me fait penser au Baousse. C'est ça que ça veut dire chez nous. Bien sûr. On a un quartier qui s'appelle le Baousse. D'accord. Et donc ça veut dire roche, c'est ça que ça veut dire ? J'imagine. Tu penses ? Voilà. J'imagine. On pense. D'accord. Le pire c'est que je suis mentonné, quoi. Je veux dire, alors là, je suis mentonné, je sais pas ce que ça veut dire. C'est grave. Et puis écoute, c'est toi qui va démarrer, qui va nous présenter cette belle association que tu as créée il y a quelques temps, ADE Méditerranée. Ça veut dire quoi déjà ADE ? C'est très simple, ça veut dire apprendre, découvrir et étudier. C'est une association qui s'occupe de la biodiversité et des écosystèmes de la mer Méditerranée. Alors pourquoi la mer Méditerranée ? Parce que il y a beaucoup de choses qui se font partout dans le monde et que moi, étant un natif d'ici, j'ai fait toutes mes études ici, avant de partir dans le monde, etc. Je me suis dit, pourquoi aller faire des choses ailleurs alors que je veux m'occuper d'abord de mon territoire, de ma mère, et puis donc j'ai bâti cette association. Il a dit de ma mère, tu vois, c'est pour ça que je l'ai intitulé. De ma mère, il a dit super bien. C'est ma mère. Et voilà. Et on lui a donné une orientation, c'est la sensibilisation, la protection de la biodiversité et des écosystèmes marins au travers de 3 axes, l'axe pédagogique, l'axe scientifique, et puis est arrivé, on va en parler ce soir, l'axe culturel, avec beaucoup d'actions qu'on fait, parce que aussi la culture c'est important pour transmettre, pour informer, pour sensibiliser. Voilà. Alors l'origine de cette association, tu viens de nous la donner, effectivement. Donc, et alors le bureau, il est composé on va quand même parler du bureau, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas là ce soir. Oui, on est à... Qui le compose ? Tu es le président ? Alors moi je suis le président, Valérie c'est la directrice d'ADE Méditerranée, Almudena qui est ici, elle s'occupe de toute la partie archéologique. Voilà, il y a une trésorière, c'est une vraie association loi 1901. On est en train de grossir assez vite puisque on en reparlera tout à l'heure dans le cadre du pôle plongée qu'on a ouvert à l'institution Saint-Joseph. On a plein de jeunes qui se mettent à la plongée. Voilà, donc c'est une association qui se développe et qui prend son train d'évolution tranquille, serein. On ne veut pas aller aussi trop vite parce que des fois en allant trop vite. J'ai pas entendu au début elle existe depuis combien de temps ? Alors on l'a créée en 2021. Voilà, c'est tout frais. Non, c'est tout frais. Oui, parce que
ça part d'un constat avec Valérie. Hein. Valérie, on est des plongeurs sous-marins, donc on ne va pas nous raconter, nous, sous l'eau, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut analyser, regarder et tout. Donc, des passionnés de plongée. On est des passionnés. Tout à fait passionnés. Voilà. Et on était, on ne va pas le citer, dans un club où déjà on voulait avoir des actions là-dessus sur la biodiversité, la protection, tout ça. Le club a dit non, on a dit on va faire notre club. Voilà, c'est comme ça qu'est né ADE Méditerranée. On est parti là-dessus. Et puis, moi j'ai trouvé que l'idée de la transmission et de pouvoir transmettre ce beau patrimoine marin était une belle chose. Et j'ai découvert avec... vous n'aviez pas envie de faire de la plongée juste pour vous amuser. Non. Vous vouliez qu'il y ait autre chose derrière. Voilà, on l'avait déjà fait, on voulait évoluer un petit peu. D'accord. Ouais, plonger pour plonger, ça nous intéresse plus beaucoup. Oui. Maintenant, plonger, pour faire ces actions de protection, de bouturage, de replantation, de recréer des écosystèmes, ça, c'est passionnant. Il y a un gros projet écologique derrière cette association. Et la transmission. Et la transmission. Et là, on va en parler, parce que dans quelques instants, on va parler du projet pédagogique aussi. Et le projet pédagogique avec les aires marines éducatives. Voilà. Alors, les actions, il n'y a pas que le projet pédagogique. Hein. En dehors. Alors, tu as... Trois secteurs. Le projet pédagogique au travers des aires marines éducatives qu'on a créé. On a créé 2 aires marines éducatives, une à Roquebrune-Camartin, à l'institution Saint-Joseph, et l'autre à la Villa Blanche. Voilà, donc on a un potentiel de 2000 élèves quand même. Hein. Donc c'est ce que j'ai noté. J'ai noté, tu as 650 élèves à la Villa Blanche et à peu près 1200 à Saint-Joseph. Alors on est les seuls à avoir fait ça. C'est-à-dire qu'on est parti au départ sur... Alors c'est ça, l'histoire elle est jolie, moi, et c'est pour ça que ça m'a plu. L'histoire de ces petits Haïtiens qui ont créé en fait la première aire marine éducative. Il y a une 12aine d'années de ça, ils ont suivi un programme scientifique, et à la fin du programme scientifique, donc ce sont des gamins de CM2, hein, ils ont dit une chose, ils ont dit ça c'est notre patrimoine. Et ils ont voulu s'occuper de leur patrimoine. Les gamins qui ont des gamins. C'est parti d'eux. Et c'est là l'esprit des aires marines éducatives. C'est-à-dire que les élèves sont pilotes de leur patrimoine et de leur projet. Moi, je le disais tout à l'heure en entendant parler, j'arrive pas dans les écoles en disant coucou, bonjour, voilà, on va faire un cours comme ça sur la biodiversité. Non, c'est pas ça. On leur explique, voilà, tous les enjeux aujourd'hui sur la protection des mers. Tu veux que ça soit eux qui aillent chercher. C'est très important pour nous. Ce sont eux qui mettent en place le programme, le projet. D'accord. Tu as un club. C'est un club que vous avez à la Villa Blanche, c'est ça? Alors, non. À la Villa Blanche, on a. Alors, qu'est-ce qui se passe à la Villa Blanche? Parce que moi, j'utilise ça parce que nous, on a un club radio. Oui, on s'est rencontrés d'ailleurs. On s'est rencontrés à la Villa Blanche. Et c'est là où on a commencé à parler de cette émission ce soir, à la Villa Blanche. On a un club radio. Nous, on fait une émission radio. Et donc, vous avez aussi une action à la Villa Blanche. Rien que sur la Villa Blanche, cette année, on a les 2 CM1, les 2 classes de CM1, les 2 classes de CM2. On a 2 classes de 6e, une classe de 3e. Et la direction m'a dit, est-ce qu'on peut ouvrir... Tu as pris un petit peu la casquette de prof, quoi. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Non, moi je suis pas là pour... Voilà, nous on est on est là pour les encadrer. Alors, c'est très démocratique. On est des intervenants extérieurs. Voilà. D'accord. Voilà. Oui, mais c'était une image. Il faut bien comprendre comment ça se passe. On arrive dans la classe, au tout début d'année, on leur dit, voilà, les enjeux... climatique, les mers, les océans, la pollution, la biodiversité. On parle de tout ça et après, on leur dit, voilà, c'est à vous de nous faire une proposition du projet que vous voulez porter. On a à peu près par classe, en moyenne, une dizaine de projets par classe. Ah oui, les enfants, quand on leur donne le choix d'intervenir, ils sont motivés. Voilà, ils se sentent acteurs. C'est ça ils se sentent acteurs. Ouais. Et à partir de là... Et puis ils ont plein d'idées. Ouais. Et tu vas voir, il y a des idées... Mieux plus que les adultes. Ah ouais. Et puis ils sont conscients du danger qui arrive là. Et donc à partir de là, une fois que ils ont présenté, parce que c'est là où on joue, ils présentent ça à la classe, il y a un vote, c'est démocratique. Ils votent sur le projet qu'ils veulent mettre en place pour l'année. Et à partir de là, on se met à travailler tous ensemble, avec les professeurs, avec nous, les référents, avec eux, et... on bâtit, on avance sur leur projet. Et ça, c'est primordial. Si tu fais pas ça, tu les perds rapidement. Parce que tu arrives en classe, tu leur expliques les poissons, les machins trucs et tout. Donc, au bout d'un moment, oui, s'il y a que toi qui parles, voilà, ils décrochent. En fait, donc là, si c'est eux qui sont acteurs de leur projet, ils s'intéressent beaucoup plus. Et puis, ils en veulent. Hein. C'est ça qu'il faut faire avec les jeunes. Ils en veulent. Moi, je peux te dire, je citerai pas le nom, qu'il y a quelqu'un, une élue, qui est venue il y a pas longtemps voir les élèves, elle a eu les larmes aux yeux. Elle a été émue. De les voir motivés à ce moment-là. Parce qu'elle ne s'imaginait pas
que d'un seul coup, ces enfants étaient porteurs de projets et avaient surtout cette envie de faire avancer les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui va changer. C'est le futur. Ben oui. Alors, l'émission est interactive, hein, donc c'est ça qui est bien, puisqu'on a des petits commentaires. On a déjà Thomas Fonseca qui connaît Almudena, qui lui fait coucou, donc apparemment, et qui est mentonné. Et il nous a expliqué le Baou en provençal, c'est une petite colline. Oui. Voilà, donc le Baou de Saint-Janet, oui, c'est voilà, vrai. effectivement. Voilà, on a les infos. Merci, mon cher Thomas. Tu avais une question, peut-être, Méline, à poser à. Justement, je voulais savoir comment accrocher la jeunesse à l'environnement. Ah ben pas besoin parce que ils sont déjà sensibilisés. Moi c'est là où ça m'a surpris, c'est que on s'imagine qu'on va leur apprendre quelque chose. Non, ils sont conscients et je trouve que c'est là où c'est fort. C'est-à-dire qu'eux ils ont pris conscience que l'échéance qu'ils ont, et quand on parle d'échéance, on parle des 50 prochaines années, on parle pas de 100 ans. C'est l'environnement. C'est savoir comment eux vont pouvoir vivre dans 50 ans, dans 60, 70 ans. Alors, c'est une réflexion personnelle ou c'est parce qu'ils ont entendu les parents, ils voient tout ce qui se passe ? Mais non, aujourd'hui on a les rapports. Ils sont conscients. Oui, mais à l'âge qu'ils ont, ils vont pas lire les rapports. Oui, surtout. Mais non, ils entendent, mais ils voient. C'est ce que je veux tenir. Attends, cet été, qu'est-ce qu'on a constaté tous ? La sécheresse, il n'y avait pas d'eau déjà. Ouais. Voilà. Et après, on a pété de chaleur. Oui. Là, cet hiver, qu'est-ce qu'on voit ? Il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige. Vous avez vu les tribunes de la fête du citron ? Qu'est-ce qu'ils ont fait cette année ? Il a fallu retarder pour les installer puisque effectivement il y avait un coup de mer et il n'y avait plus de plage. Ouais, on met des murs. Oui. Et donc ça n'existait pas tout ça. Non, ça fait 3 saisons que c'est. Eh bien voilà. Oui. Donc il y a 20 ans, tu mettais pas des murs. Effectivement. Parce que le trait de côte il a augmenté. Donc il faut pas les prendre pour plus idiots qu'ils sont. Ils voient les choses. Ils sont inquiets, ils entendent, ils écoutent. Et à partir de là, si tu les aiguilles, si tu leur fais comprendre les stratégies qu'on peut mettre en place, crois-moi, ça bouge. Ils ont envie de bouger. D'accord. Parce que eux, ils seront là. Alors déjà, eux, dans 50 ans, ils sont encore là. Oui, ils seront encore là. Ils sont encore là. Nous, on n'y sera plus. Mais il y aura leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Bien sûr, bien sûr. C'est ça aujourd'hui la problématique. Là, donc c'est le rôle de l'association ADE Méditerranée, c'est cette transmission, c'est ce que vous êtes en train de dire. Tu peux me donner un exemple des actions, par exemple des projets des enfants que tu as vus là et que vous avez mis en place ? Je crois qu'il y a l'aire marine éducative, c'est ça ? Alors, l'aire marine éducative, c'est le projet global, c'est-à-dire ce qui va envelopper toute l'école. Après, à l'intérieur, tu as toutes les classes. Alors, donc, un exemple de projet. Alors, c'est assez drôle parce que tu peux aller d'un projet tout simple. Je prends, mettons, la classe, puisqu'on parlait de la Villa Blanche de CM2. Ils sont sur un projet de comment, aujourd'hui, on peut retenir tous les déchets dans les plaques d'égout. Parce que, baladez-vous. Moi, honnêtement, je vais le dire, je ne faisais pas attention aux plaques d'égout. Quand tu regardes maintenant les plaques d'égout... La mer commence ici. La mer commence ici. Donc, ils travaillent actuellement sur comment on peut mettre des filets, comment on peut mettre des paniers, comment ça va pouvoir se retirer, travailler, etc. Ça commence à exister dans les rivières. Ouais. J'ai vu un reportage là-dessus, ça commence à arriver. Donc, pour retenir les déchets pour éviter que les rivières soient bloquées quand il y a une crue. Vendredi dernier, moi, ils ont présenté, la classe, il y avait 11 projets. 11 projets. Ils sont tous passés au tableau en dessinant, en montrant, voilà. Et puis, je suppose qu'ils préparent leur projet. C'est génial. D'accord. Là, ils sont en train de faire la rédaction. Alors, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de la Villa Blanche. Ça s'appelle AME Villa Blanche. Moi, j'enregistre à chaque fois parce que c'est fabuleux. Donc là, on est dans un projet, on va dire, basique. Mais ça va encore plus loin. Alors, ils ont créé un autre exemple. Une chaîne YouTube. D'accord. Parce que ce sont des jeunes de 2.0, 3.0 maintenant. C'est pour eux, voilà, les TikTok, les Instagram, et voilà, nous on est un peu dépassés parfois. L'année dernière, moi, je suis tombé, mais alors des nues. Il y a la classe de 3e de Saint-Jean me dit, ok, on veut faire quelque chose sur le geste utile. Bon, tu te dis, le geste utile, c'est quoi ? Le geste utile, c'est tout ce qu'on devrait faire ou pas faire, voilà, sur plein d'actions. Je fais gaffe à ma cigarette, je fais attention à la bouteille plastique, etc., etc. Mes comportements. Donc on dit, ok, on va faire ça. Là-dessus, on nous dit... Monaco, le projet peut intéresser le Monaco Ocean College, c'est-à-dire le concours, mais il faut faire un film. Donc je dis pas difficile pour moi, je connais un peu le métier. Oui, on va rappeler, donc j'ai commencé à travailler avec eux sur le scénario, sauf que là, d'un seul coup, il y en a un qui m'a dit, mais moi, je parle anglais. Et l'autre m'a dit, mais moi, je parle russe. Et l'autre m'a dit, mais moi, je parle arabe. D'accord. Et là, ils ont fait ça en 7 langues.
Ah ouais, 7 génial. langues. Et quel âge on va rappeler les enfants? C'est des troisièmes, donc 14 ans. 14 ans. 14 ans. Tu sais, quand on dit les ados un peu rebelles, etc., ils ont fait un truc fabuleux. Ouais. C'est tellement bien que c'est sur les réseaux sociaux maintenant, c'est parti partout, que la Villa Blanche cette année, la section espagnole a dit, nous, on va le faire en espagnol. Donc, on va attaquer le tournage dans pas longtemps avec les élèves espagnols et on va le faire tout en espagnol pour que ça soit diffusé. Voilà, pour tout le monde. Voilà, et puis peut-être en portugais. Voilà. Ben, elle va venir. Elle va venir participer. On va parler d'Almudena dans quelques instants. Alors, petite rectification, Thomas Fontega ne connaît pas Almudena personnellement, mais il connaît beaucoup de personnes qui s'appellent Almudena. Alors, il doit connaître beaucoup de gens en Espagne. Fonseca, effectivement. Voilà, donc c'est... Puisque, en fin de compte, j'ai le fil d'actualité sous les yeux et je vois les messages qui tombent. Un beau projet, donc, bien sûr, pédagogique, que vous continuez. Alors, le rôle de Valérie à la Villa Blanche aussi, pareil? Alors, je soutiens les projets, j'accompagne beaucoup, mais j'ai beaucoup moins de temps à consacrer pour l'instant, donc je suis un peu en seconde ligne. Oui, c'est ça le plus difficile des associations. Parce que moi, j'interviens parce que je suis retraité, donc je suis dispo. Mais quand tu as des gens qui sont déjà dans le travail, c'est plus compliqué. Mais Valérie, elle a tout un travail de formation sur la plongée. Donc voilà. J'interviens principalement pour les formations plongée qu'on a ouvert le vendredi soir pour ces jeunes. Alors, donc là, je me jette à l'eau. C'est ce qu'on avait discuté en préparant l'émission, c'est-à-dire que les jeunes, en fin de compte, à l'école, l'école ne peut pas amener les jeunes plonger puisqu'il y a tout un tas de normes, des réglementations d'assurance. Par contre, ils peuvent venir à titre privé dans l'association et plonger. C'est interdit de faire de la plongée dans le cadre scolaire. Voilà, dans le cadre scolaire. Donc là, par contre, vous les reprenez hors cadre scolaire. Ils adhèrent à l'association. Ils font partie d'ADE et là, on fait une formation plongée selon les standards de la plongée française. Et vous les amenez sur des sites à plonger. Alors, pour l'instant, on les emmène sur les carreaux de la piscine. D'accord. L'objectif pour eux... Parce qu'ils sont petits, ils ont quel âge? Ah non, entre 11 et 16 ans. 15 ans, oui. Mais l'objectif, là, c'est on est en toute sécurité dans une piscine, donc pour les apprentissages, c'est pratique. C'est du c'est de la plongée en bouteille, il faut apprendre à gérer tout ce qui va avec. Ça sert à rien de les mettre maintenant dans l'eau, dans l'eau de mer, parce qu'ils vont avoir froid. Là, on les amène au premier niveau. Au premier niveau de plongée. Oui, c'est 4 mètres, je crois, c'est ça? Non, ils vont aller jusqu'à 20 mètres là. Oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, là, c'est le niveau 1. D'accord. Moi, j'ai fait 2 baptêmes de plongée. Ah oui, mais t'es resté à la surface, toi. Ouais, c'était 6 mètres. Le baptême, c'est l'initiation. J'arrivais à tirer le moniteur plus bas parce que je m'échappais tout seul. Il voulait à tout prix me rattraper, mais voilà. Non, là, on les amène sur le premier niveau de la plongée. C'est le niveau 1. Donc, ça nous permet en piscine, parce que c'est plus sécure, c'est plus chaud, etc., de pouvoir travailler avec eux tranquillement. Et à partir du mois de juin, on va faire les formations adaptées en pleine mer. D'accord. Un petit souci casque ou une question? Non, je voudrais juste aller aux toilettes. Ben c'est du direct, alors la prochaine fois, le dis pas, vas-y. Vas-y, on ne sais pas trop le dire. C'est du vrai direct. Désolé. Ça filme, non là? C'est du vrai direct. Voilà, vous vivez sans direct, chers auditeurs, mais c'est ce qui fait le charme de notre radio, effectivement, c'est que voilà, on fait pas d'enregistrement. On pourrait couper à l'enregistrement, mais non, c'est du vrai direct. Une belle association, donc on invite les gens. Alors si les gens veulent vous rejoindre d'association ADE, comment ça se passe? C'est facile, on a comment on vous rejoint? On a un site internet. Ils prennent l'adhésion, ils vont sur le site internet, il y a tout. ADE Méditerranée. Effectivement, on tape. Voilà, ADE-méditerranée.org, c'est le site internet de l'association, et après ils nous contactent, il y a tout dessus, et il n'y a pas de souci. Alors, si je suis intéressé par une formation de plongée, il faut obligatoirement avoir un certificat médical de non-contre-indication à la plongée, bien sûr. D'accord. On le demande dès qu'on fait du sport en général. Ah oui, mais là c'est encore spécial non-contre-indication. Mais comment il fait pour le savoir, le docteur? Il a un examen médical. D'accord. Il lui met la tête sous l'eau dans une Non, mais il y a beaucoup de choses, le cœur, l'asthme, etc. Bien sûr. Il y a des contre-indications. On est affilié, nous, à la Fédé française. Hein. On a créé notre club et on est affilié à la Fédération française de plongée. On invite les gens qui sont intéressés pour découvrir l'association ADE Méditerranée. Et comme on est en train de le dire, et on va le découvrir, vous avez créé cette association aussi parce que vous n'avez pas juste envie de plonger pour faire du ludique, mais envie de plonger aussi pour la recherche. Alors ça c'est venu... Et c'est là où on va parler du sujet qui nous intéresse aussi ce soir, c'est la découverte des grottes. Oui, alors il y a 2 axes. Alors un axe c'est tout ce qui concerne le bouturage du corail de la Posidonie. Ça c'est la partie scientifique qu'on fait. Donc ça c'est très simple, hein.
parce que peu de gens sont au courant de ça, le corail... C'est ce qui va dans le domaine de la réparation, parce que pour préserver la biodiversité, il faut éviter de la dégrader. Mais quand elle est dégradée, il faut la réparer. Il faut la réparer. Voilà. Donc, et ça se passe où alors? Ça se passe avant d'aller en mer, vous travaillez on va travailler en ici. aquarium. Dans pas longtemps, on va travailler ici. On va créer ici, sur le port de Menton-Garavan, une structure où tout le monde va pouvoir venir bouturer du corail. Et donc, à partir de là, ce corail, comment on va faire, nous? On va le laisser pendant quelques temps dans des aquariums. Et une fois qu'il sera consolidé avec les équipes, et c'est pour ça que les jeunes veulent venir à la plongée. Tout se tient, enfin, tout est lié. On va le repositionner dans le bassin mentonné, mais surtout, on va l'observer, regarder comment il va se développer, comprendre l'anthropisation, les effets d'anthropisation, du changement climatique, etc. Et toutes ces infos, ça va remonter aux scientifiques pour, comprendre aujourd'hui les enjeux, parce que c'est ça qui est important. Il y a vraiment ce côté aussi, ce côté scientifique derrière. et on une vous propose de devenir parrain d'une bouture de corail. D'accord. Voilà. Ok. Bah ouais, c'est bien. Et puis on l'est pas embêté en général. Voilà. Et puis on met ton nom. Et quand on va le mettre au fond de l'eau, il va nous laisser tranquille. Ok. On mettra ton nom. Et quand on va au fond de l'eau, tu le verras en permanence se développer. Moi, je serais d'accord, je viendrai, mais je voudrais aller voir sous l'eau quand il sera je t'amène. Je viendrai. Je t'amène. Donc, voilà, pour l'instant, 6 mètres. Après, si tu fais la formation, tu viendras avec moi. Mais je vais faire la formation. Je vais venir te rejoindre. Je vais venir prendre l'adhésion, mon cher Bernard. On arrive au sujet qui nous intéresse ce soir aussi. On va pouvoir entendre la jolie voix d'Almudena, bien sûr, aussi, puisque Almudena, je le disais tout à l'heure, elle est archéologue au musée Préhistoire Régionale. Et c'est elle la première qui a, alors si je ne dis pas de bêtises, qui a découvert, qui a eu l'idée de se dire, il y a les grottes ici à Balzirossi. Alors moi je vais être honnête. Grimaldi. Alors sois honnête, explique-nous, c'est toi qui vas prendre la main. Non, mais après je la laisse parce qu'elle a tellement de belles choses à raconter. Moi je vais être honnête, quand elle nous en a parlé, je vais te dire, j'y croyais pas du tout. Hein. J'y suis pas allé parce que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle me raconte des grottes sous-marines ici? Alors déjà, on va expliquer qu'il y a des grottes. Il y a des grottes ici, à la frontière, qui sont au-dessus. Préhistoriques, c'est les grottes, ça s'appelle les grottes de Grimaldi. De Balzirossi. De Balzirossi. Et il y a un musée. Ils ont deux musées. Voilà. Et il faut aller le voir parce que on apprend beaucoup de choses. Et moi, quand elle m'en a parlé, j'y croyais pas du tout. Parce que, je me suis dit, pourquoi des grottes sous-marines là? 2, s'il y en avait, ça serait, tu vois. Voilà. Et puis, comme nous, on avait envie. Ce qui nous a tous surpris. Ouais. Mais comme on était dans un travail aussi, nous, de prospection sur la biodiversité, tout ça, on lui a dit, bon, écoute, on va y aller quand même, parce qu'on va aller voir ce qui se passe, nous. Mais elle a été tellement tenace, et elle a eu tellement bons arguments qu'on a fini par craquer. Voilà. Et donc, on est allé, et puis là... Alors, elle vous a contacté, si j'ai bien compris. Elle savait, donc, elle connaissait... Tout le monde connaît les grottes Grimaldi, là, qui sont, en tout cas ceux qui habitent chez nous, ils les connaissent, bien sûr, côté italien, côté français, qui sont à 300 mètres à vol d'oiseau ici du studio. Et donc, en bonne archéologue qu'elle est, elle s'est dit, il y a des grottes, ok, mais il y a quelques années, peut-être qu'il n'y avait pas la mer. Vas-y. Et donc, Almudena, notre archéologue ce soir, qui va donner son côté scientifique. Comment ça s'est passé, ce raisonnement? Eh bien, je vais vous expliquer. Il y en a qui plongent dans l'eau, il y en a qui plongent dans l'étang. Ça, c'est mon cas. D'accord. Moi, je suis plongeuse de temps. Et depuis l'étang, ces grottes de Grimaldi, ils ont suivi une série de modifications. Quand je parle de temps, je parle de beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il faut aller à minimum 1 million d'années pour parler de ces grottes maintenant émergées. Il y a 3 niveaux maintenant. Grâce à cette découverte, il y en a 3 niveaux. Un niveau émergé qui se trouve au niveau de la frontière supérieure, qui est nettement moins connu. C'est ce qu'on appelle la tour de Grimaldi. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une autre tour. Alors, moi, ce que je fais, c'est pendant qu'Almudena est en train de parler, je mets la photo à l'écran qui explique effectivement ces grottes et ces niveaux. Alors là, tout là-haut, dans cette photo, vous ne voyez pas tout à fait ces tout premiers niveaux. On en parlait un peu plus tard. Il est connu, hein. Je veux dire, c'est pas vraiment un scoop à niveau scientifique. Mais il faut vous imaginer ça, que la partie frontière supérieure, il correspond à un niveau très ancien qui est sorti de l'eau, donc d'une manière antérieure à celle de ces grottes que vous avez actuellement sur l'écran, et qui correspond à un deuxième niveau nettement plus récent. C'est-à-dire que les premiers niveaux les plus hauts correspondent à 1 million d'années. Il y a 1 million d'années, ça, ces parties hautes de la frontière, elle était au bord de l'eau, d'accord?
C'était ça les littorales. Donc ça veut dire qu'il y avait 300 mètres d'eau de plus. Eh ben non, la terre était plus basse. C'est ça, d'accord, pardon, exactement. alors, non. C'est l'inverse. Ça c'est une erreur qu'on commet fréquemment puisqu'on ne tient pas compte d'un phénomène géologique qu'on appelle la surrection alpine. C'est-à-dire que notre littoral, il monte chaque année en moyenne d'un demi-millimètre. En moyenne. C'est-à-dire que si vous y allez dans les temps, ces demi-millimètres, ils se rajoutent petit à petit. Donc, on est toujours en mouvement d'ailleurs. Hein. On le ressent encore. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai entendu qu'il y avait eu un mouvement sismique assez important sur Nice. On est sur une faille d'ailleurs. Hein. On va rappeler qu'ici, on est sur une faille sismique. Hein. Eh bien, cette faille nous fait remonter chaque année un peu plus haut. Donc, c'est-à-dire que les roches montent. Les roches montent. Voilà. Les roches montent. Mais cette phénomène-là, il faut l'ajouter, selon la période, à un autre phénomène encore, qui est celui des changements de niveau de la mer, parce que ça arrive aussi. C'est-à-dire que parfois, selon si nous sommes dans une période climatique froide ou une période climatique chaude, le niveau de la mer il va être comme l'actuel, sachant qu'actuellement, le niveau monte. On est dans une période qui va se réchauffant, donc du coup, le niveau il va monter. Mais il y a eu des périodes où le climat il était extrêmement froid, donc du coup, le niveau de la mer il a descendu. Et il a descendu pas d'un peu, il a descendu de carrément calculs faits par les géologues spécialisés dans cette affaire-là à 110 mètres. Cela suppose un dégagement des terrains qui est à peu près l'équivalent de 5 km devant les bords de mer actuels. Voilà, donc en fait, c'est ce qu'on peut faire comprendre à nos auditeurs. On va dire que devant la frontière italienne, là où il y a les... Ah non, mais pas que la... Alors, mais la photo que je t'ai envoyée, parce que déjà, ils vont comprendre. On va mettre une autre photo, effectivement. Et moi, je vais parler pas d'un million d'années, je vais parler de 24 000 ans. Il y a 24 000 ans, c'est petit sur le temps... voilà. Sur le temps de la planète, 5 milliards d'années. Donc, elle n'y est pas là, ta photo. Hein. Voilà, elle va arriver, elle y est. Alors, vous ne la voyez pas, mais nos auditeurs la voient. Alors, tu vois le bassin mentonné, tu vois qu'il y a une ligne qui passe à peu près à 100 mètres, voilà, on la voit, et 200 mètres. Et après, à partir de ces 200 mètres de profondeur... Alors, le petit point rouge, c'est Menton. C'est Menton. C'est la baie de Menton. Le petit point rouge, voilà. On explique bien à nos auditeurs. Et après, de là, on a une falaise qui descend jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Alors, on a les côtes voilà. Sous-marines, hein, on a 50, 100, 200, donc là, c'est plus ça descend c'est le niveau de... Mais tu vois que d'un seul coup, ça s'accélère. Et d'un seul coup, ça part à 2000 mètres. Ça descend à 2000 mètres. Voilà. Et là, quand tu regardes cette carte, parce que ça, c'est une carte qu'on a pu récupérer grâce à un programme européen, le site de Menton, il y a aussi un peu le site de Ventimille, mais le site de Menton, si on parle du côté français, est unique. Il n'y a que cet espace-là. C'est-à-dire que ici... C'est là où on voit cette partie blanche donc qui correspond à la plaine, qui est beaucoup plus large que sur le reste de la côte. Quand on part du côté de Roquebrune, Nice et puis un peu plus loin, on voit que c'est très court. Il n'y a pas la plaine. Voilà, donc Menton avait une plaine. Menton avait cette immense plaine, mais surtout avait une chose extraordinaire, c'est qu'il y avait des sources. Des sources d'eau. Il faut se dire que il faut imaginer qu'on doit agrandir notre territoire pendant ces périodes très froides, il faut calculer ça aussi, à 5 km devant les bords de mer actuels. Imaginez que Menton il s'étale tout à coup sur 5 km et sur ces 5 km. Non, parce qu'on avait compris 50. L'accent, on fait voilà, 5 km. Ces 5 km, ils sont parsemés des sources. On le sait qu'il y a des sources. D'ailleurs, c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait explorer et exploiter dans les temps à venir, puisqu'on va se trouver confronté à un problème à d'eau. Alors, il y a quelques années, on a fait tout un pataquès quand on avait découvert la première source. La Mortola. C'était passé sur les jeux, c'était passé partout sur les mais il y en a plein, et tout. Et puis ça devait soi-disant être exploité, et puis ça jamais, puis c'est tombé à l'eau. C'est le cas de le dire. C'est une bêtise. Elle est toujours dans l'eau. Elle est toujours dans l'eau. C'est une bêtise. Voilà. Mais il y en a plein. Il n'y a pas que la Mortola dans le bassin mentonné. Alors c'est la proximité des Alpes. Et c'est là où on se dit, quand on voit le phénomène effectivement des sécheresses et des restrictions d'eau, qu'on peut aller chercher de l'eau douce qui est juste là à aller prendre, quoi. Mais il faut que tu viennes avec nous pour convaincre les politiques en disant qu'il y a des solutions. Ça va être difficile. Alors, donc, on revient. Donc, dans notre plaine, on va voir une série de ressources qui sont exploitables autant pour les populations humaines comme pour le reste des populations des vivants, c'est-à-dire des animaux, mais également des plantes. Mais je ramène toujours une idée
essentiel que cette plaine-là, elle ne se dégage qu'aux périodes les plus froides. C'est-à-dire que, par exemple, à niveau des plantes, cette plaine, elle est extrêmement dégagée puisque vous ne pouvez pas avoir de la forêt. Ce n'est pas possible. On est dans une phase, on va dire, glaciale. Par contre, dans cette plaine, il y a les animaux qui vont se développer et qui peuvent évoluer dans un milieu dégagé. Par exemple, les mammouths. D'accord. Par exemple, les Donc, chevaux. ce qui voudrait dire que si on avait la possibilité d'aller faire des fouilles sous-marines, sur ces 5 km, on pourrait trouver peut-être des On mammouths. pourrait, bien sûr. Potentiellement, Ben oui. ils sont là. Ils D'accord. sont là. D'accord. Et autour de ces sources qui sont quand même importantes, étant donné que la situation, elle devait être assez critique, il faut imaginer qu'il faisait très froid. Bon, ils vont aller chercher l'eau, donc forcément les populations ils s'installent là parce que s'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de En vie. général, les populations s'installent où il y a de l'eau. hein. Exactement, Voilà. c'est la Effectivement. première chose qu'on recherche en archéologie Bien sûr. d'ailleurs. Hein. C'est un Sachant point... que le corps est constitué de 90% d'eau, donc on a très bien compris pourquoi. Exactement. Eh bien, imaginez donc ces populations qui se trouvent donc dans une sorte de petit paradis. Hein. On a l'habitat, c'est ces rochers qui les abritent quand même, parce que même si on a... Parce que c'est vrai qu'on a souvent la tendance à imaginer que les hommes préhistoriques ils vivent dans les grottes. Et si je demande à Miline, je suis sûre qu'elle va me dire « Ah bah oui, moi à l'école on m'a toujours dit que les hommes préhistoriques ils vivent dans les grottes ». Alors il y a eu une période où ça a été dans les grottes, bah. mais ça n'a pas été toujours, je crois. hein. Pas seulement ça, c'est-à-dire qu'on rentre dans les grottes quand on n'a pas la possibilité de se défendre autrement. C'est beaucoup plus agréable de vivre à l'extérieur que de vivre à l'intérieur d'une grotte humide et dans les noirs. Après, c'est une question de survie. Alors, il faut imaginer... Alors, il y a eu 2 périodes où, il y a eu, où ça a été peuplé, on va dire. 50, il y a, alors, si j'ai Allez-y. l'archéologue qui va me Allez-y. qui va contrôler, il y a moins 50, il y a 50 000 ans en arrière, c'était les Néandertals, Exactement, oui. et moins 20 000 ans, c'était l'Homo sapiens. Oui, mais il y a eu des Bah, je populations me trompe avant. pas, j'ai été le lire. hein. Non, mais il y a eu des populations avant. C'est-à-dire que Encore avant pas les dans les cinq- grottes intermédiaires, celles qui sont connues, que vous avez vu tout à l'heure sur les photos, sur les niveaux les plus hauts, celles que je vous expliquais tout à l'heure, il y a 1 million d'années, il y a eu encore un ancêtre antérieur, c'est l'Homo erectus. Il y a 1 million d'années, ils étaient là. Mais D'accord. eux, par contre, ils n'ont pas connu la plaine parce qu'ils n'ont pas connu une période extrêmement froide. C'est-à-dire que ce développement des plaines avec ces ressources, avec cet espace dégagé dans lequel ces populations humaines, ils vont chasser ces animaux assez extraordinaires hein, parce que il faut s'imaginer à la chasse d'un mammouth. Enfin, moi, j'en rêverais de voir ça. Je ne sais pas si j'aurais le courage d'y aller, mais en tout cas, déjà, le voir, quand on a vu, oui. il y avait un squelette qui était exposé à Monaco, si je me trompe pas, il y en a eu un. Oui, je Estepa. dis pas une bêtise. Estepa, hein. oui. Et effectivement, quand on voit déjà la taille, Oui, mais attends. Impressionnant. C'est un une adulte. petite Almudena qui Oui, aurait été chassée oui, à un mammouth, mais ça aurait été ce qu'elle te- compliqué. Oui, mais ce qu'elle te dit pas, c'est que plus que le mammouth, il y avait l'éléphant européen. Oui, d'accord. Et Ah le- bon oui, et l'éléphant européen. Alors, le mammouth, c'est quoi 3 mètres de hauteur, 4 mètres max. Non, même pas. Même pas, tu vois. L'éléphant européen, c'est 6 mètres de haut. D'accord. Ah oui. Ah oui, non, Ah mais oui. ici, on a Ah eu tout. oui. On a eu tout, mais vous imaginez même pas. C'est pour ça que je vous dis, c'est très bien de plonger dans l'eau. Mais alors, la plongée dans l'étang, là, vous partez sur toute une autre chose. C'est beau, c'est beau cette métaphore. tu hein, comprends cette pourquoi elle est métaphore. avec nous Plonger dans l'eau et plonger dans le temps. Et ça, c'est la première fois que j'entends ça, c'est vachement beau. Et eux, bientôt, ils vont faire les deux choses. Ouais. Je vais réussir Voilà. à les faire plonger dans l'étang. Ils vont rêver comme moi. Oui, On a déjà commencé. Ça y est, on y est, nous, déjà. Oui, d'accord, mais est-ce qu'ils ont réussi à vous faire plonger dans l'eau? Eh bien, ils n'arriveront pas Voilà. à faire ça. Moi, je reste dans l'étang et je suis une terrestre, essentiellement terrestre. Alors, Donc, on va comprendre comment on a découvert, comment on est arrivé à Si. découvrir ces grottes. On y Alors, arrive. Hein. Ces grottes-là, c'est-à-dire que il y a quand même une intuition quand on travaille sur un métier de passion, comme ça pouvait être pour eux, sauf que là, ça n'a pas marché l'intuition pour vous. Quand je vous ai dit, là, il faut aller regarder, et vous m'avez dit, bah, il n'y a rien là-dedans. On ne trouvera jamais rien. Et il y en avait 5. Mais si, et encore. Hein. Eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on a commencé l'émission en disant qu'effectivement, quand il y a des grottes émergées à même pas 10 mètres, Alors, moi, je vais en c'est profiter, très Almudena. difficile. Alors, Almudena, pendant qu'elle est en train de parler, je vais en profiter pour mettre la vidéo de la plongée où on a été découvrir ces grottes. Comme ça, C'est on va ça. pouvoir continuer à nous présenter ce qui s'est passé. Alors, il s'est passé comme ça, la façon. Ces grottes émergées, moi, je les connais très bien depuis un certain temps, enfin, aussi bien qu'on peut les connaître, puisque ça fait maintenant, cette année, ça fera 30 ans que je suis ici, 30 ans que je travaille sur les grottes de Grimaldi, de façon directe ou indirecte.
Et je peux vous dire que quand vous avez un site d'une importance pareille, d'une ampleur des connaissances qu'il peut vous donner pareil, d'un intérêt scientifique, écologique, botanique, sciences naturelles, sciences de la vie et de la terre, sciences de l'homme, Elle est en ce que train vous de voulez. dire qu'on est dans le plus beau pays du monde. Non, mais Elle a raison. vous savez que les grottes de Grimaldi, ils sont connus dans le monde entier. Eh oui. Il y a des équipes du monde entier qui viennent chaque année pour visiter, rien que pour visiter ces grottes. Ils sont des demandes du monde entier. Alors là, des Américains, des Canadiens, des Espagnols, des Italiens évidemment, ils sont chez eux, donc du coup là, et on ne peut pas refuser des Français. Et il faut dire que c'est vraiment un bijou ce site-là. C'est incroyable. C'est le développement, si vous voulez, d'une humanité, mais dans un sens réel du terme, c'est-à-dire la véritable métaphysique où l'homme enfin se demande qui est-il, pourquoi il est ici et où il va. Ça commence dans cette période-là qui est représentée d'une manière extraordinaire parce qu'en plus c'est esthétique ces grottes de Grimaldi. Comme vous les voyez, le site il est beau. Eh bien écoute, moi j'ai 60 ans, c'est là que j'ai jamais été, donc elle me donne vraiment envie d'aller les voir. En tout cas, la manière dont elle est décrite, honnêtement, Almudena, vous donnez vraiment l'envie d'aller le voir. Et je suppose que nos auditeurs aussi. Bah, il faut aller le voir. Et je vous dis, ce site-là, pour moi, c'est vraiment magique à tous les niveaux, esthétique comme quand on approfondit sur la question. Et que vous les voyez qui sont là à quelques mètres de cette magnifique mer, notre mer en tous, hein, parce qu'on partage ça, hein, cette mer Méditerranée. Eh bien, on s'est dit, je voudrais aller plus loin et je voudrais savoir... C'est ce qu'on est en train de voir à l'écran là actuellement. Exactement. Eh bien, c'est une intuition. Le fait on avait potentiellement, c'est un peu comme pour les mammouths, on a potentiellement la possibilité qu'il y ait un mammouth qui attend qu'il soit fouillé un de ces jours par les équipes des archéologues sous-marins. Mais également, est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'autres possibilités d'installation humaine à côté? Eh bien, ça, c'était quelque chose qu'il fallait vérifier. Et on l'a vérifié au début par tout notre biais, c'est-à-dire que l'idée, c'était, en définitive, de connaître l'état de conservation de ces lieux-là. C'est-à-dire que je rêvais d'en trouver des grottes, certainement, qui n'aurait pas rêvé d'une chose pareille, mais à la base, je voulais savoir surtout dans quel état de conservation suite à cette installation anthropique et surtout à cet arrivage touristique massif qu'on a depuis certaines années déjà. Je voulais connaître l'état réel de ces bords de mer, de cette littoral MI. Je voulais savoir si d'un point de vue écologique, biodiversité, il y avait encore quelque chose à voir. Et c'est là que la jonction elle s'est faite. Avec Bernard et ses équipes. Exactement. Et donc ils ont plongé. C'est ce qu'on est en train de voir, hein, ces images-là, on est en train de voir en fin de compte les 5 grottes que vous avez visitées. Alors elles ont toutes des tailles différentes. Hein. Oui. Voilà. Et puis il faut comprendre une chose, c'est que là ce qu'on voit, nous, c'est le haut de la grotte. C'est-à-dire que voilà, effectivement, c'est-à-dire que pour vous, avec les années et les sédiments, elles se sont bougées. Elles se sont bougées. C'est sûr. Comme les roches terrestres, au départ, il n'y avait que le haut. On a l'exemple, une image qui passe à l'écran actuellement, c'est une grotte avec beaucoup de gravier. Ouais. Et donc, vous supposez que c'est le sommet de la grotte, voilà. Et qu'en dessous, elle s'est remplie de sédiments. Ouais. Et donc là, on ne peut pas estimer, il faudra avoir des moyens technologiques pour les gratter, pour c'est les le travail qu'on va devoir faire là. Pour les aspirer, pomper, pour pouvoir... Des carottages. Pour aller voir... Ou du ultrason et tout. Qu'est-ce qu'on va trouver dessous? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. En définitive, comme on parlait des graviers, eh ben, c'est mieux que ça encore. C'est pas des graviers, ce sont des galets naturels. C'est-à-dire que dans les grottes de Grimaldi, je ne sais pas si vous connaissez l'endroit, à côté, il y a ce qu'on appelle la plage des œufs. Des œufs parce que les galets ils sont rondes. C'est un des rares endroits, ici d'ailleurs entre Menton, Roquebrune et même jusqu'au Nice, vous ne trouvez pas des plages à galets naturels. Vous savez, naturels des plages. Oui. Ils sont là. Eh bien, ceux qui remplissent ces grottes-là, elles sont des mini galets. C'est l'érosion qui a fait. C'est l'érosion de la vague qui les arrondit. Qui les a et qui donne cette forme arrondie. Parce que les rivières, les galets de rivière que vous avez par exemple à Menton, elles sont toutes plates parce que la rivière, elle les amène, l'eau, elle les amène dans son seul sens. Donc elle les aplatit. Alors que à la mer, le ressac dans la grotte a fait que ça a fait l'usure naturelle comme dans une machine à laver un petit peu. Si tu regardes les premières images de la première grotte, tu vas voir des cailloux, des pierres qui n'ont rien à foutre là. Et moi, quand je suis allé regarder de plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait même des morceaux de fer. Alors je pense que
c'est lié peut-être quand ils ont détruit, ils ont fait tomber l'ascenseur, etc. Ça veut dire que voilà, tout ça, ça a été rapporté par le. Donc là. Mais c'est minoritaire quand même. Mais c'est minoritaire. Mais voilà, il y a. Alors là, on est en train de voir effectivement ces galets un petit peu ronds voilà. Au fond, hein, effectivement, une partie. Mais donc là, 5 grottes vous avez découvert ou 6 5 sur à peu près 100 mètres, à peu près sur une centaine de mètres. Et alors maintenant. Est-ce que si on passe le côté, l'autre côté, il y en a alors il y en a pas. Je vais te dire pourquoi. Parce que ils ont construit l'hôtel, ils ont mis du remblai. Si tu regardes bien, il y a des gros rochers qui sont mis. Et à mon avis, s'il y en avait, voilà, je pense qu'ils les ont bouchés. Mais en revanche. Il se peut qu'un peu plus loin, à 100 mètres, 150 mètres du rivage, il y a ce que nous on appelle en plongée des patates, c'est-à-dire des roches, et en descendant, on va peut-être retrouver d'autres grottes. Voilà. C'est tout le travail qui reste à faire aujourd'hui. Ça s'est passé sur combien de plongées cette découverte? Une seule plongée? Alors ça c'est la première plongée. Celle qu'on est en train de voir à l'écran. Voilà, nous, quand on y va, on ne sait pas qu'on va découvrir des grottes. Mais on y va avec du matériel, surtout pour ramener à Almudena et aux archéologues des éléments pour pouvoir analyser. Parce que nous, on ne sait pas analyser. Valérie, vous avez ramené de la roche ou des images. La première plongée, on est simplement parti avec notre matériel de plongée et puis un appareil. Et Almudena, en regardant ces images, elle arrive à interpréter certaines choses. Eh bien oui, parce que... Là, je vois par exemple, sur une des images qui est en train de passer, on peut sortir, vous êtes dans la grotte, mais il y a de l'air. Alors, il faut faire attention, et c'est là, je vais juste te faire une parenthèse, il ne faut pas y aller comme ça, parce que en fait ce sont des goulets, tu rentres dans un goulet, et la mer t'amène au fond, et après pour sortir, bonjour. Il y a du ressac. Voilà, il y a du ressac. Donc sur 2 grottes, quand on s'est levé, alors une, elle a une cheminée, donc ça veut dire qu'il y a de l'air qui se renouvelle, donc ça va, et la deuxième, non, elle n'a pas de cheminée. C'est-à-dire que quand tu te lèves, là, il faut pas, nous, on n'enlève pas les détendeurs parce qu'on ne sait pas quel type d'air on va avoir. S'il y a un gaz ou quoi que on ne sait pas. Donc voilà, par sécurité, on fait ça. Voilà. Mais après, le travail qui va devoir être fait, et ça, c'est le travail d'Almudena et de toutes ses équipes, c'est d'analyser tous ces éléments parce que il y a plein de choses à raconter là-dessus. Nous, on est juste les premiers témoins. Voilà, on rapporte ces éléments pour qu'eux puissent travailler. Alors, qui c'est qui a donné le nom qui a baptisé la première grotte qui a été découverte au nom de Bonfils? Oui, oui. Et on va dire pourquoi? Oui. Alors, Stanislas Bonfils, il est né en 1823, c'est un Montonais. Et au début, il est monégasque, puisqu'en 1823, Menton, il appartenait encore à Monaco. Et l'année de la découverte, donc l'année dernière, on fêtait au musée de préhistoire les bicentenaires de sa naissance. C'est à lui qu'on doit le fait d'avoir des musées à Menton, puisque c'est le fondateur des premiers musées de Menton. Et ce premier musée de Menton, qui est le musée de préhistoire régional, dénominé comme ça actuellement, il a été fondé sous ses collections qui venaient essentiellement des grottes de Grimaldi, dont des Valsirossi. Et donc, les dessins que vous avez vus tout à l'heure sur lesquels il était marqué ces premières grottes émergées, qui sont les grottes appelées normalement les Valsirossi, plus la zone qu'on avait remarquée par rapport à la découverte des grottes sous-marines, c'est un dessin qu'il a réalisé lui-même en 1868. On va le remettre à l'écran pour que les gens y voient. Donc, avant la construction des chemins de fer, c'est un dessin extrêmement important puisque ça montre beaucoup de vestiges. La voie romaine, par exemple, elle est indiquée là-dessus. Et vous voyez qu'il y a les enrochements. Et sur les enrochements, il fait des formes de relief et parfois des espaces un peu plus foncés. Et c'est là un peu que, depuis un certain temps, il m'a mis un peu la puce à l'oreille parce que je me suis dit, c'était un marin, Stanislas Bonfils. Il venait d'une famille de marins, des capitaines de bateaux. Et il représente aussi le littoral avec beaucoup de soins. Si vous voyez sur les dessins, beaucoup d'attention. Et je me suis dit, lui, il n'a pas pu regarder ce qu'il y avait en dessus parce que la plongée n'était pas du tout au dégoût de l'actualité à son époque. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de compléter son dessin. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait quand même être intéressant. Et c'est à partir de là que cette idée, il a commencé à germer un peu dans ma tête. Et c'est pour cela, parce que je pense que si peut-être il n'avait pas fait ses dessins, si peut-être j'avais pas regardé ces dessins. Donc c'est Almudena la première qui a découvert ces grottes, quoi. Ah oui. On peut dire dans ma tête, j'avais un énorme souhait. Sois pas modeste. Si elle n'est pas là, il n'y a personne qui va. D'accord. Si elle n'est pas là, voilà.
On découvre J'ai eu pas. du mal à trouver Alors, des candidats quand même, moi, pour descendre. Je vous invite aussi à. Donc, il y a un très bel article sur Nice Matin. Et elle avait Nice Matin tout à l'heure, elle me l'a montré, Almudena. Mais moi, en tout cas, vous pouvez récupérer. Et je l'ai. Par hasard, l'émission était prévue, mais je suis tombé dessus que hier sur ce Pont Menton Magazine où il y a en fin de compte tout est expliqué. Alors je montre à l'écran. Donc si vous allez dans tous les endroits, la mairie de Menton et tous les endroits où vous pouvez récupérer le Menton Magazine, le Menton Mag, vous avez vraiment ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est assez bien résumé. Voilà, donc on vous invite à aller le récupérer. C'est important, Jean-Luc, parce que depuis le départ, nous, on associe le musée de la préhistoire de Menton. Almudena est dans l'association avec nous. Elle est responsable de tout le programme pédagogique historique. Mais avec le musée de la préhistoire de Menton, et c'est un éclairage extraordinaire international qu'on donne là-dessus. Parce qu'on fait du super boulot, on est partenaire, on a fait la fête de la science, on est engagé sur beaucoup d'autres choses. On a une commande de la mairie pour 2025 sur les grottes. Voilà, donc c'est un scoop que je te donne. D'accord. Voilà, donc à partir de juin 2025, on va faire une exposition, on va décider là avec les responsables. Mais voilà, elle a raison quand elle te dit, c'est international. Et je trouve que cette belle découverte. En tout cas, déjà, c'est sûr que ça appartient à moitié la moitié, ça appartient à l'Italie. Non, mais il faut oublier. Entièrement à l'Italie. Non, mais oublie ça. Moi, quand j'en parle, je dis, est-ce que tu crois que le gars qui était là il y a 24 000 ans, il se posait la question de savoir s'il y avait une frontière? On s'en fout. Il n'y avait pas de drapeau, je te rassure. Voilà, donc pour nous, il n'y a pas de frontière. L'histoire, le patrimoine appartient à tout ce bassin, au bassin mentonais. Et si on peut aujourd'hui sensibiliser les gens en leur disant, voilà, vos grands-parents, vous avez été là. L'histoire des Mentonnais a commencé dans cette plaine. Sur cette plaine, on va rappeler une plaine. C'est ça qui est génial. Elle a bien décrit tout à l'heure, Almudena. Il y avait une plaine, on va remettre l'image, effectivement. Il y avait une plaine de 5 km à peu près, devant, quand on se met dans la baie de Menton, on regarde vers la Corse. Et il y a 5 km avant que ça plonge à 2000 mètres. À 2000 mètres. Ouais. Donc c'était sur ça part à 50, 200. Je vais remettre l'image. Mais ces 2000 mètres, c'était déjà sous l'eau, même pendant les périodes froides. C'est-à-dire que la zone des mobilités de l'homme à pied, puisque c'était la seule possibilité à ces moments-là, c'était ces 5 km, tout comme pour les animaux. Donc c'est un territoire qui est restreint, mais en même temps, il est énorme. Ça vous permet des possibilités d'exploitation inattendues pour des périodes qui sont quand même assez limitées aussi dans les temps. Hein. De notre part, je ne veux pas... si, je vais quand même faire un peu la publicité puisqu'on en parlait de musée. Hein. Alors, je vais le dire. Si vous en avez envie un jour de voir un peu ces matériels, évidemment, vous pouvez aller voir les musées déjà les musées Valsirossi, bien sûr, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Mais au musée de préhistoire de Menton, on a très belle collection qui vient de Valsirossi. C'est celle de Stanislas Bonfils qui est exposée de manière permanente. Et c'est vrai que je profite de l'occasion déjà pour m'avoir invité à cette occasion parce que je remarque que souvent on a quand même a priori des vieux jeux, des hommes préhistoriques à moitié singes. Enfin, c'est quelque chose d'assez négatif en définitive. Hein. Je sais pas, Milinos, des souvenirs d'enfance, des formations. Ah oui, des hommes pas intelligents. C'est ça. Alors qu'en fait, on reste quand même très actuel dans le sens où il faut se dire que la préhistoire, ce n'est pas de l'histoire, d'accord? C'est une science. Donc, on est obligé de se tenir au goût des jours. Par exemple, maintenant, on développe toute cette partie, c'est ça aussi qui nous a permis un pont par rapport, là j'en parle en tant que musée, hein, par rapport à ADE Méditerranée, dans le sens où nous aussi on travaille sur la biodiversité, sauf que notre vision, elle n'est pas celle actuelle, sinon ce qui nous reste d'avant. Et ce qu'on a d'avant, elles sont dans nos collections, dans ces collections de ces musées qui sont quand même, comme je vous disais, je ne vais pas vous dire qu'ils sont extraordinaires, uniques au monde, mais ils sont quand même très intéressants. Voilà, et surtout, ils sont locaux. C'est une chance pour moi. Ils sont locaux. Voilà. C'est ce qui s'est passé ici. Quand on sort du musée, on peut aller juste à côté voir où ça a été récupéré. Exactement. Donc, on a une vision qui est quand même très nette des changements à niveau d'évolution des territoires, déjà, rien que ça, de territoires et des espèces qui l'ont habité depuis 1 million d'années. C'est quand même assez extraordinaire, ça, tout le monde ne l'a pas. On a quand même une option qui est très lointaine dans les temps. 1 million d'années, ce n'est pas anodin quand même. On estime à combien la population à cette époque-là? Alors,
Il y a des estimations, hein, d'accord. On n'est pas dans son calcul scientifique super, on va dire, adapté, mais on peut imaginer qu'il y avait à peu près minimum 5 000 personnes qui pouvaient habiter en même temps. 5 000. Alors, 5 000. Les grottes de Grimaldi, je me souviens, il y avait un professeur, malheureusement maintenant décédé, hein, le professeur Vietti, qui travaillait sur un des sites de grottes de Grimaldi quand je suis arrivée ici, donc en 1994. Et je me souviens que la discussion qu'il y avait eu, parce que j'ai travaillé là-dessus, je me suis incrustée, on peut le dire, hein, dans l'équipe italienne. Et il me disait, ah, mais vous savez, ici, c'était les Manhattan de l'époque. Les grottes de Grimaldi, c'était les Manhattan. C'était vraiment les lieux super habités. Le Manhattan, d'accord. Non, j'essaie de comprendre parce que avec l'accent, je ne comprends pas tout. Donc, le Manhattan de l'époque, ok. C'était ça. Donc, c'est à partir de là qu'il avait lancé une sorte d'étude et qu'on en parlait de cette possibilité potentielle. On est toujours dans les potentiels. On n'a pas la preuve de la quantité de personnes qui pouvaient habiter. Okay. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut qu'on précise, il faut qu'on le dise, c'est que de l'autre côté du bassin mentonné, on a quand même une grotte extraordinaire. C'est la grotte du Vallonnet. Voilà, où on a découvert beaucoup de choses, dont un fragment de corail rouge qui intéresse le centre scientifique de Monaco. Hein, et qui ne rompt pas. Voilà. Ça restera au musée de Menton. Ça restera chez nous parce que c'est le plus vieux fragment c'est le plus vieux fragment de corail rouge, tu t'imagines, au monde. Donc voilà, il y a plein de et il est toujours rouge. Ouais. Il est toujours rouge. Et il est exposé, vous pouvez le voir. Vous passez à côté. Une question, Méline, peut-être? Oui, c'est pour après. D'accord, tu la gardes pour après. Ouais. Ok. C'est magnifique de parler ce soir, de faire une émission avec des passionnés comme vous, c'est incroyable. Non, mais tu t'imagines on apprend un tas de choses. Oui. On a envie de plonger. On a envie de plonger, dans les temps. Et surtout, je suis né ici, j'ai pas encore mis les pieds au musée préhistorique de Menton. Alors, je profite. C'est une honte. C'est une honte, mais je profite pour l'occasion et vous allez pouvoir vous rattraper parce que justement, demain, à 18h, on ouvre une exposition pour que enlever ces a priori de qu'à la préhistoire, ces vieux jeux, tout ça. On est très moderne. Et on se tient même aux actualités, puisqu'on va présenter demain, à partir de 18h, une exposition autour des origines du sport. Parce que c'est très bien qu'on parle J'ai l'info qui est diffusée sur la radio, effectivement. Alors, ces Olympiades, tout ce que vous voulez, mais pourquoi l'homme, il peut faire du sport? Eh bien, parce qu'il est passé de la position bipède, enfin de la position quadrupède à la position bipède. Oui. Et ça, c'est expliqué, et ça vous sera expliqué grâce à cette exposition. Vous allez pouvoir voir pourquoi nous sommes comme nous sommes. Beau travail de Pierre Elie et d'Almondé. On arrive pratiquement au bout de l'émission, mais moi je vous invite à la revoir, bien sûr, pour ceux qui l'ont raté. En tout cas, nous, on va la rediffuser, bien sûr, hein, et vous allez pouvoir la récupérer sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur le site de la radio, découvrir ces grottes. On va vite faire un petit aparté sur un projet qui te tient à cœur. On va pas le développer, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est peut-être qui se mettra en place pour pouvoir aller les découvrir. C'est-à-dire que quand on découvre quelque chose d'aussi extraordinaire, on veut partager. Et l'idée est venue de dire comment on pourrait amener la population mentonnaise, des touristes, etc., à aller se replonger dans l'eau et dans l'histoire, pour reprendre l'expression d'Almudena. Voilà, on a une technologie qu'on peut mettre en place, on la connaît, ça fonctionne. Il y a des détails qu'on ne peut pas donner pour ne pas se faire piquer l'idée. Non, parce que en tout cas, ce que vous allez proposer, c'est un projet qui est en train de se mettre en place. C'est que vous allez proposer, c'est d'aller faire des balades sous-marines pour aller découvrir à pied, pour aller découvrir les grottes sous l'eau. Voilà. De 8 à 80 ans, tu pourras te promener et puis pas découvrir les grottes, mais découvrir la vie d'il y a 24 000 ans. Comment ça se passe. Un petit coucou à Sébastien Usher qui te que tu connais bien, et qui sera certainement intéressé par ce projet parce que lui aussi il fait du super boulot. Il adore la mer, il fait un super boulot en tout cas, pour la protection des océans, on peut le dire. En tout cas, ici sur Menton, sur le secteur, c'était un des premiers à le médiatiser. Je l'ai connu au travers de France 3. Voilà, bien sûr, à le médiatiser avec Stand Up for the Planet. Voilà, c'est un petit clin d'œil qu'on lui fait puisqu'il est en train de nous regarder. Je voulais qu'on parle aussi de l'agenda qui est en train de se préparer aussi, l'agenda. Donc on a des dates. Il va y avoir un débat public avec les écoles le 12 mars. Alors ça c'est incroyable. L'État a mis en place un débat public sur la mer.
Donc ça va concerner tout le panel de la mer, de la biodiversité, les écosystèmes, les réserves sous-marines, le tourisme et même l'énergie, puisque l'État a mis en place une réflexion sur l'implantation des éoliennes. Le débat public arrive à sa fin et on a été contacté par la commission qui est venu voir le travail que nous, on faisait à DE dans les classes et qui nous a proposé donc d'organiser un débat public avec les élèves. Donc le 12 mars après-midi, moi j'invite ceux qui ont envie d'écouter et surtout faire remonter. Ça va se passer où? À la salle Saint-Exupéry. Salle Saint-Exupéry, 12 mars. Voilà. Et donc ça c'est les élèves qui vont interpeller l'État et faire remonter leurs préoccupations, leurs souhaits, etc. On espère qu'ils seront entendus. Voilà. Bien. Et le deuxième, les enfants, quand ils vont commencer à interpeller l'État, il va falloir juste qu'ils leur disent qu'ils vont voter bientôt. Ça peut aider. C'est pour ça que je dis souvent que le projet ADE Méditerranée est en train d'évoluer grâce aux enfants. Voilà. Et deuxième programme rendez-vous, c'est le 28 et 29 mars. Un forum. C'est un forum. Alors ça aussi, pareil, on a été contacté par l'université, le laboratoire Arts et Sciences de Bordeaux. Commencez à être bien connus, les jeunes d'ADE là. Non mais c'est génial parce que tu sais, les gens commencent à parler, etc. Et puis ils nous ont contactés en nous disant on voudrait faire quelque chose sur la biodiversité et tout. Donc on s'est mis là, on a fait un brainstorming, tu sais, mais on a mis toutes les idées sur la table. Et puis l'idée c'est très simple, c'est de faire rencontrer du savoir, c'est-à-dire des scientifiques, des chercheurs, des archéologues, avec des artistes. Et les deux vont travailler sur la création d'œuvres pour sensibiliser les gens sur les enjeux aujourd'hui de la protection des mers et des océans. Et tout ça dans un cadre qu'on s'est fixé, c'est-à-dire 2025, où à Nice, il faudra être présent là tous, va se tenir la conférence mondiale sur les mers et les océans. C'est la 3e qui va avoir lieu au niveau mondial. C'est l'ONU qui pilote ça. C'est un rendez-vous hyper important pour tout le monde. Voilà. D'accord. Et puis aussi une date aussi importante qui va arriver, c'est juin 2025. Ouais, c'est ça. C'est la conférence. Tu l'as dit juste avant, alors d'accord. Donc tu as mélangé les deux. Mais comme j'étais en train de lire les messages des messages qui étaient en train d'écrire avec Sébastien Wecher, tout ça, donc j'ai eu un petit bug. Voilà, conférence mondiale mer et océan à Nice. C'est l'ONU qui pilote ça. Voilà. Et donc c'est génial parce qu'on va pouvoir travailler, présenter tout le travail que vont faire les artistes et les scientifiques. Alors moi au départ je pensais... Et parmi ces articles, on peut préciser qu'il y a une classe Ulysse qui va participer pour créer une œuvre, logiquement. Voilà, les classes travaillent là-dessus parce que moi c'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu que les élèves soient aussi intégrés dans ce programme et je trouve ça formidable. Voilà, on s'éclate. Ma chère Miline, je crois qu'il y a quelques questions à poser parce qu'elle a travaillé aussi, elle a préparé des questions. Oui. Alors la dernière question que je voulais vous poser, c'était les missions à venir sur le terrain. Est-ce que vous avez d'autres missions à venir sur le terrain ou sur les grottes? Almudena veut nous faire plonger dans le temps. Alors. C'est un vaste programme. Quand elle aura mis une combinaison. Alors, on a déclaré les grottes, donc ça c'est la partie administrative, on est les découvreurs, etc. Bon, tout ça. Et c'est arrivé sur le bureau du ministère de la Culture italienne qui nous a répondu en nous disant « Ok, banco, super ce que vous avez fait ». Maintenant, on va rentrer avec eux dans une étude, un travail qu'on va devoir faire avec eux sur la mission qu'ils vont nous confier. Alors, que ce soit une mission technique, comme on a fait sur les grottes, c'est-à-dire plonger, ramener des images, etc. et tout, ou peut-être ramener des sédiments, ou peut-être ça sera plus élaboré puisqu'ils vont nous demander d'encadrer peut-être des archéologues, et surtout faire une recherche. Et ça, c'est le programme scientifique, c'est eux et archéologique qui va définir ça avec le ministère de la Culture italienne. Voilà. Si on a la prochaine mission, ça va être ça. Okay. C'est-à-dire qu'on rentre dans une phase qui est particulière, puisque jusque-là, c'est une association française qui fait une découverte en territoire italien. D'accord? D'un point de vue administratif, c'est ça. Maintenant, on a passé à une autre étape, c'est celle de considérer la zone plus comme l'Italie et la France. On parle d'un territoire transfrontalier. Et ça change tout. Parce que du coup, on va pouvoir réunir les compétences, mais également les ressources économiques particulièrement. Puisque vous pouvez bien imaginer que c'est extrêmement cher de faire des carottages sous-marins, de faire venir un bateau, de faire venir les collègues qui vont plonger pour ci, pour là. Donc du coup, on ne va plus travailler de manière individuelle comme on a fait maintenant, sinon qu'on rentre dans des équipes
transfrontalier, donc forcément international. Ce matin avec Almudena, on était en webinaire. Moi, j'espère qu'ils vous écoutent, surtout parce que quand on voit qu'on a des soucis pour faire un tunnel de Tende avec la France et l'Italie, j'espère qu'ils seront plus rapides pour les causer. Ce matin, on était en webinaire avec le programme Interreg, Méditerranéo, voilà, où on va participer. Et là aussi, pareil, là, je suis heureux que la mairie, la commune de Menton, à travers des services qui sont intéressés, soutiennent tous ces projets. Une exposition qui va arriver, tu le disais, sur les grottes. Une exposition, puis même le travail qu'on va devoir faire avec le ministère de la Culture italienne, la commune de Menton est partenaire. Donc voilà, donc tout le monde s'y met. Voilà, on fait bouger les lignes et puis on avance. Eh bien, mon cher retraité, tu as encore du travail devant. Pardon, quoi? Qu'est-ce que je suis, retraité? Et comme quoi, la plongée loisir mène loin. Hein. Ouais, c'est vrai, quand on parle que tout ça, c'est parti d'une plongée loisir, d'une rencontre avec Almudena et qu'on arrive à une découverte de 5 grosses à Baldi-Rossi avec préhistorique. Voilà, et l'aventure continue. Alors, évidemment, nous, on va continuer un petit peu à vous tenir au courant. Alors, sachez que maintenant, le musée, il a une page Facebook et on a même un compte Instagram qui ont été créés par Pierrick et Anna, que je remercie beaucoup, parce que grâce à eux, maintenant, on est un peu ouvert au monde, pas seulement sur les temps, sinon même sur le monde actuel, chose qui nous manquait jusqu'à maintenant. Le musée de préhistoire régionale donc de Menton a une page Facebook et un compte Instagram. C'est plongé dans l'avenir, là, tu vois. C'est pas plongé dans le temps. Hein, on vous tiendra au courant de tout. Alors moi, j'aurais voulu qu'on termine cette émission sur les images, on va se dire au revoir sur les images de plongée qu'on a diffusées pendant l'émission. Moi, je vous invite vraiment à aller regarder, de refaire un retour sur cette émission. On a découvert plein de choses, en tout cas, on a appris plein de choses. Très intéressant. En tout cas, ça m'a donné l'idée d'aller faire un petit tour, visiter les musées quand même. Voilà, il faut que je reçoive des gens. Je vous assure que moi, en général, c'est quand je reçois les gens que je fais les choses, parce que j'ai connu Sébastien Usher par rapport à une émission, et puis du coup, maintenant, je n'utilise plus de bouteilles en plastique, j'utilise des gourdes. Ah oui. Donc voilà, merci Sébastien Usher, c'est lui qui m'a fait passer à autre chose. Voilà, donc, et puis il y en a plein comme ça. Et je recycle mes déchets depuis que je connais d'autres gens qui font attention. Eh bien, pour les musées, venez les tout premiers dimanches de mois, c'est gratuit. Et en plus, vous avez le droit à une visite guidée sur un focus. Et donc, généralement, c'est moi avec des collègues qui intervenons. Donc, il y a Bernard et Valérie qui sont intervenus au moment où on a présenté les grottes ou autres. Donc, rappelez-vous que ça, c'est un rendez-vous régulier, premier dimanche de chaque mois à 15h. Il y a la possibilité de venir nous rencontrer directement au musée de préhistoire. Voilà, c'était génial. Merci Bernard, on rappelle. Merci à vous. Bernard Perrano, donc président de l'association ADE Méditerranée, et puis bien sûr ancien journaliste de FR3, mais ça c'est vu, de France 3, pardon, mais c'était FR3 à l'époque. Almudena Arellano, donc archéologue au musée de préhistoire régionale, et Valérie Huette, responsable technique de plongée de l'association ADE. Merci à tous. Et puis bien sûr, tu avais encore une petite question? Non, d'accord. Et puis bien sûr, on termine sur ces images. Effectivement, là on nous a pu à l'écran, mais on a les images. Et notre jeune journaliste en école de journalisme de Nice, Méline Desbarres. Voilà. Bye bye à tous. C'est le retour de la musique et nous on se retrouve lundi soir pour l'émission 100% sport. Merci à tous. À bientôt. Merci à tous. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.